Ouvrez grand les oreilles parce qu'on en a gros du bio. Il y en a marre de voir des tomates espagnoles en février, du lait de soja chinois toute l'année et des gens qui se font plumer parce qu'ils font confiance à cette petite étiquette verte, le label bio européen. En même temps, il faut dire que c'est un marché juteux. Rien qu'en France, c'est 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour à peine 5% des terres agricoles. Alors forcément, ça les démange, les lobbies à Bruxelles. Pour réglementer tout ça, ils ont créé le label bio européen. Avant, on avait le label AB, le label bio français qui garantissait des produits sans OGM. Mais depuis 2010, l'Europe oblige tous ses membres à s'aligner sur les critères du label bio européen, qui bien sûr sont aussi souples qu'une gymnaste russe et laissent la part belle à un nombre invraisemblable d'aberrations écologiques. Mais dès qu'on soulève le voile, on découvre que le label autorise des traces d'OGM à hauteur de 0,9%. Du bio qui contient des OGM, un concept vraiment intéressant. Tout en étant labellisés, les producteurs peuvent aussi fabriquer des produits bio et des produits non bio sur une même exploitation. Mais on leur fait confiance. Ils ne vont pas utiliser la brouette des brocolis non bio pour transporter les salades bio. Avec le label bio, on peut aussi écorner les animaux, couper les becs des poules et les enfermer dans des bâtiments dont la surface n'est pas limitée. Leurs produits tombent sous le coup du label bio européen, mais les valeurs du bio sont largement transgressées. 50% des produits bio dans les rayons des supermarchés sont importés et participent donc activement à polluer la planète. Le suremballage annihile l'effort écologique des produits et les rémunérations des producteurs sont bien moindres que celles des circuits courts. 50% des semences des légumes bio industriels provient de semences hybrides fournies par Monsanto, Bayer et Syngenta, la trinité des pourvoyeurs de cancers mondiaux. C'est faux, même si peu de Français le savent, il y a des pesticides dans le bio qui doit aussi lutter contre les ravageurs. 106 substances phytosanitaires sont homologuées en France pour l'agriculture biologique. Ça représente un pesticide sur 5. La différence avec l'agriculture conventionnelle, c'est qu'ils doivent être de source naturelle, pas de molécules de synthèse donc. Mais naturel, ça ne veut pas dire sans danger. On parle de principes actifs qui tuent les insectes, les champignons. Sur 68 000 tonnes de produits phytosanitaires vendus en France l'an dernier, 27% était autorisé pour l'agriculture bio. Mais alors on parle de quels produits exactement ? Les plus gros volumes concernent des fongicides comme le soufre, les dérivés de cuivre très utilisés. Ils sont indispensables pour lutter contre le mildiou de la vigne par exemple ou de la pomme de terre. Mais ils posent de vrais problèmes. Le cuivre, c'est un métal lourd qui s'accumule dans les sols, détruit la biodiversité. Le Danemark l'a interdit d'ailleurs, mais en France, terre de vigne, on ne sait pas encore par quoi le remplacer. Il y a aussi des micro-organismes, des phéromones qui perturbent le comportement sexuel des insectes ou des huiles végétales dont certaines sont des perturbateurs endocriniens avérés comme l'huile de neem, des insecticides comme le spinosade, dangereux pour les abeilles. Bref, 21 substances bio ont un facteur reconnu de toxicité. Les perturbateurs endocriniens, ce sont des substances chimiques qu'on retrouve un petit peu partout, dans des plastiques, dans des jouets, des ustensiles de cuisine, dans les pesticides. Et quand on en trouve dans les pesticides, on va en retrouver dans certains fruits et légumes, dans d'autres produits alimentaires. Et ces perturbateurs endocriniens, finalement, comme leur nom l'indique, en fait, ils perturbent notre système hormonal. Et on les suspecte depuis longtemps d'être responsables d'un certain nombre de maladies, l'infertilité, mais aussi des cancers du sein et de la prostate qui sont des cancers qui sont sous l'influence des hormones, l'obésité, le diabète, même des maladies cardiovasculaires. On sait aussi que les perturbateurs endocriniens peuvent être particulièrement nocifs pendant la vie fœtale et la petite enfance. 94% de la matière sèche d'une plante vient de l'air. Donc quand les marchands d'engrais vous racontent que sans engrais on va tous crever de faim, complètement faux, parce que 94% du poids des plantes, ça vient de l'atmosphère, ça vient absolument pas du sol. Il faut arrêter de mentir aux gens, on peut parfaitement nourrir l'humanité sans engrais chimiques, à condition de bien faire travailler les microbes du sol. Mais l'essentiel de la photosynthèse, ou alors, si vous voulez plus que les plantes poussent, il faut mettre un voile sur la terre pour que le soleil n'arrive plus sur les feuilles. Dans le sol, c'est complètement différent. La plante prélève très peu, 6% seulement de sa matière sèche, mais attention, 23 atomes. C'est la qualité, c'est ça qui va donner de la qualité, de la richesse en oligo-éléments qui va vous nourrir correctement. C'est pour ça que les plantes hors sol n'ont strictement aucun goût. C'est qu'une plante hors sol, elle fait sa photosynthèse, donc ça vous fait des tomates, elles sont rouges, elles ressemblent à des tomates. Vous les mettez en bouche, ça n'a strictement aucun goût, parce qu'évidemment, c'est dépourvu. On ne peut pas, dans ces solutions nutritives, mettre les 23 atomes, ça coûterait beaucoup trop cher. Il n'y a que le sol, que les microbes du sol qui savent faire ça. Donc vous allez manger de la malbouffe, c'est-à-dire quelque chose gorgé d'eau, mais qui n'a aucun intérêt sur le plan nutritionnel. Bonjour, donc on va vous parler du milieu curieusement le plus mal connu de notre planète, qui est le sol.
On investit des milliards dans la météorologie, dans la connaissance de l'atmosphère, dans l'eau, mais le sol, c'est le grand 5e continent inconnu. On connaît moins de 10% des espèces vivantes qui occupent le sol. C'est vraiment un milieu extrêmement mal connu. Et pourtant, c'est lui qui nous nourrit. Donc, depuis 30 ans, avec Lydia, on essaye un peu de faire comprendre aux hommes qu'il faut arrêter d'empoisonner nos sols parce que c'est nous que nous empoisonnons. Alors, quand on regarde un gramme de sol vivant, c'est assez occupé, hein, selon les biotopes, hein, selon les écosystèmes, ça va de 10 millions à 10 milliards de bactéries par gramme. Et un gramme, c'est pas grand-chose. C'est 10 000 à 100 millions d'actinobactéries, 100 à 10 000 levures, 10 000 à 1 million de champignons, 100 à 10 000 algues, et puis de 1000 à 1 million de protozoaires. Et quand on pèse tout ce petit monde-là, ça nous fait 2 à 3 tonnes de microbes à l'hectare. Ils ont une énergie biochimique 350 fois supérieure à la nôtre, c'est-à-dire que c'est l'équivalent d'1 million de tonnes d'êtres humains à l'hectare. Et c'est la plus grosse énergie biochimique de cette planète. Et l'agronomie moderne fait dégager, il n'y a rien à voir. On ne va pas s'occuper de ça, c'est gratuit, en plus très embêtant, c'est pas brevetable, très embêtant. Donc on a tout fait pour ne pas dire aux agriculteurs que c'était ça qui était à la base de la fertilité des sols. On a dit non, c'est nos engrais chimiques qui sont beaucoup mieux que tous ces milliards d'animaux, de microbes qui n'ont strictement aucune espèce d'intérêt. Et puis surtout c'est très pathogène, les microbes, il faut faire très attention. Un sol stérile c'est quand même beaucoup plus propre, il y a moins de danger, vous ne serez pas malade. Les vers de terre, la faune, elle a un rôle fondamental qui est de remonter les éléments constamment. Elle remonte par ses déjections. Les vers de terre, un bon sol, c'est 2 tonnes de vers de terre à l'hectare. Tous les jours, ils vous remontent 2 tonnes de terre. C'est qu'ils remontent la potasse, le phosphore, l'azote à la surface du sol. Et ils évitent que ces éléments se lessivent. Donc, ils vont éviter que toutes nos richesses, toute la richesse du sol parte dans les nappes phréatiques, comme c'est en train de se faire à l'heure actuelle. Le ver de terre, qui représente 80% de la biomasse animale, avec plus de 6000 espèces. Et pour cause, dans un sol vivant, vraiment vivant, avec toute la vie qu'un sol doit avoir, on va trouver par mètre carré 350 à 400 individus, donc 1 tonne à 3 tonnes par hectare, qui vont creuser plus de 5000 km de galeries. Donc l'eau va s'écouler, les nutriments vont s'écouler, le sol va être aéré, il va être vivant grâce à ces vers de terre. Dans un sol mort, vous aurez entre 1 et 4 individus par mètre carré, soit 400 fois moins dans le meilleur des cas. Et évidemment, l'aération du sol, sa capacité de rétention d'eau, de rétention de nutriments, sa fertilité va être largement amoindrie et les processus de désertification, évidemment, totalement accélérés. On va voir la structure d'un sol quand il est vivant. C'est que des boulettes, c'est que du couscous, comme on dit. Mais là, il y a énormément de racines, je suis en forêt. Le sol se tient pas tellement il est structuré par la vie. C'est du vrai couscous. Parce que ça, c'est de la terre qui est vivante. Normalement, la terre, elle doit être du couscous. Elle doit toujours être comme ça, très riche en vie. Maintenant, ils en font du béton au lieu de faire du couscous. Puis l'odeur, évidemment, n'a rien à voir. Là, il y a une odeur, quand on sent ça a une odeur de champignons extraordinaire. Alors que le sol là-bas, il sent plus rien parce qu'il a été brûlé par le soleil, il a plus d'odeur. C'est essayer de comprendre que la terre, il faut la respecter parce que toute seule, elle fait des très belles structures, elle permet aux racines de plonger, de se nourrir. Et plus le sol est vivant, moins il y a besoin de mettre d'engrais, moins il y a besoin de mettre de produits, parce que la terre, elle demande qu'à faire pousser les plantes. Les forêts, elles poussent sans engrais chimiques, sans l'aide de personne, et elles poussent depuis des millions d'années. Mais l'agronomie a fait croire aux gens que sans engrais, on allait tous mourir de faim. C'est une espèce de propagande, de bourrer le crâne aux gens, que sans engrais, rien ne pousse. C'est complètement faux, les forêts poussent très bien sans absolument aucun engrais. Au 19e, on invente le tracteur, c'est-à-dire qu'on va travailler la terre de plus en plus profondément. Et là, on va la détruire. Tant qu'on la gratouille, ça va. Mais alors, quand on se met à la labourer profond, l'érosion devient catastrophique. Chaque seconde, ce sont 2400 tonnes de sol qui sont érodées à tout jamais. Chaque seconde, l'équivalent de 60 semi-remorques. Et on parle ici que de matière qui disparaît. On ne parle pas de la vie des sols, de la faune, de la microfaune, des mycéliums, des minéraux et de tout ce qui disparaît sous cette agriculture industrielle. Nous avons dégradé en 6000 ans 2 milliards d'hectares de terres agricoles. C'est que lorsque nous avons commencé l'agriculture, les déserts couvraient 11% de la planète, ils en recouvrent maintenant 32%. Sur ces 2 milliards d'hectares de déserts que nous avons créés, il y en a 1 milliard qui a été créé juste au XXe siècle.
C'est-à-dire qu'en un siècle, nous avons détruit autant de terres que 6 000 ans d'agriculture qui nous ont précédés. Et nous bétonnons 5 millions d'hectares chaque année. Pour vous donner une idée, un pays comme la France bétonne un département français tous les 7 ans. On détruit un sol en 3 étapes. On détruit d'abord la vie qu'il y a dedans. Comment on fait pour détruire la vie, faire disparaître les vers de terre, les microbes, etc. On met des engrais chimiques. Troisième chose qui va accélérer la minération de la matière organique, c'est l'emploi de labour profond. Et maintenant, avec les charrues, on met la terre en plein cagnard au mois d'août, et là, on brûle complètement la matière organique. Un labour européen dégage 1 tonne de gaz carbonique à l'hectare. C'est que l'agriculture participe à 30% du réchauffement de la planète, parce qu'au lieu de stocker le carbone sous forme d'humus dans les sols, nous le dégageons dans l'atmosphère. Donc quand il n'y a plus de matière organique, qu'est-ce qui se passe? La faune disparaît. Comme la faune disparaît, elle ne remonte plus les éléments en surface. Donc vous rentrez dans la deuxième dégradation, qui est la dégradation chimique. Vos sols vont commencer à polluer les nappes, vont commencer à envoyer les éléments minéraux dans les rivières et dans les nappes phréatiques. C'est ce qu'on appelle la dégradation chimique du sol. Puis vous poursuivez, vous insistez, parce que l'homme aime bien insister, et vous allez rentrer dans la dégradation physique. C'est les parties où il n'y a plus d'humus pour attacher les argiles. Vous avez perdu les ions qui attachent les argiles et les humus, les argiles se mettent en suspension, parce que les argiles sont négatives, et c'est ce qui va colorer toutes nos rivières. Maintenant, chaque fois qu'il pleut, tous nos sols partent. Voilà des rivières avant et après l'orage. Vous voyez les couleurs qu'elles prennent, mais ça choque plus les gens. Les gens pensent que c'est normal que les rivières soient pleines de boue. C'est totalement anormal, c'est des choses qui n'existaient pas. Au-dessus de la rivière qui est l'Iguassou, vous avez une réserve naturelle qui est le Grand Parc National de l'Iguassou. C'est un modèle qui a 70 millions d'années, qui reçoit 3 mètres d'eau par an. Vous pouvez remarquer que la rivière qui sort du Parc National est totalement transparente. Et puis sur la rive de l'autre côté de l'Iguassou, c'est cultivé, et la rivière qui sort de la zone cultivée, elle est absolument remplie de boue. Donc cette photo elle est intéressante parce qu'elle montre que le milieu naturel, il fonctionne absolument sans érosion, il recycle tout, il n'y a pas de perte, il n'y a pas de perte d'éléments, ça fonctionne depuis 70 millions d'années, c'est relativement durable. Là, c'est cultivé depuis 10 ans, c'est déjà tout en train de partir. Donc on n'a pas fait preuve de durabilité avec notre agriculture industrielle. L'agriculteur nous l'a confirmé, il y a 30 ans, le champ est au même niveau que la forêt. Et là, maintenant, il lui manque 50 cm. On ne le voit pas parce que c'est des phénomènes qui paraissent lents, mais en une génération, vous perdez, et maintenant, il ne lui reste plus que 25 cm de terre. Il a déjà perdu les 2 tiers de son sol, en une activité d'agriculteur industriel. Et chaque année, on perd entre 20 et 30 milliards de tonnes de sol qui sont soit érodées par, comme vous a expliqué Claude, soit par l'eau, soit par le vent, soit par une mauvaise utilisation. Tu enlèves la chimie, les fertilisants de synthèse de certaines régions françaises, mais qu'est-ce qui se passe? Mais il ne se passe rien, parce que la terre, elle est morte. Donc ça veut dire on ne vit pas dans un désert comme le Sahel, mais on vit dans un désert virtuel. Parce que la terre, elle a déjà tout donné, puis elle est brûlée, elle est morte. Elle ne donnera plus rien. Elle ne donne que parce qu'on met du fertilisant de synthèse. Donc en fait, on vit dans un désert, mais c'est un désert virtuel. Mais un jour, ce sera peut-être un désert total, surtout si le pétrole continue de monter, puisque toute l'agriculture chimique, elle est basée sur le pétrole. C'est très important de comprendre que notre agriculture actuelle est basée sur une agriculture de mort, tout simplement. C'est assez dur à entendre, mais c'est la réalité. Mais un réel boost a été donné à cette industrialisation grâce aux 2 dernières guerres. Elles ont été un outil fantastique pour les industriels. Parce que, d'un revers de la main, ces 2 guerres ont balayé à la fois le monde paysan, qui cultivait sur des très petites surfaces énormément de biodiversité cultivée, énormément d'espèces, favorisant ainsi une grande diversité cultivée, mais aussi sauvage, parce que les petites exploitations, on a les haies, on a les arbres, on a une grande vie sur ces exploitations. Et en même temps, ces 2 guerres ont permis de légitimer un nouveau paradigme agricole, certes mensonger, mais assez réaliste sur le moment, donc ce paradigme d'industrialisation. On marque à ce moment la 2e révolution agricole. Et c'est de loin la révolution la plus importante, parce que ceux qui se sont emparés, en fait, à cette époque de l'agriculture, ce sont les vendeurs d'armement. Ce sont les vendeurs de mort, notamment avec l'aide d'un chimiste qui a été nommé prix Nobel de la chimie. Monsieur Haber a été le premier à pouvoir synthétiser l'ammoniac, absolument nécessaire à de grosses productions de bombes, mais aussi absolument nécessaire à la production d'engrais de synthèse que nous utilisons encore à l'heure actuelle. Monsieur Haber a aussi été le premier à créer les premiers gaz de combat, les gaz chlorés. Voilà un exemple de culture dite moderne.
Vous voyez, le blé est entièrement pourri, il est attaqué de maladies fongiques sur toutes les feuilles. Regardez ça, c'est de la pourriture complète. C'est ça qu'on va donner à nos enfants. Une plante entièrement malade, malade jusqu'à l'os, c'est-à-dire jusqu'aux dernières feuilles. Il est complètement pourri de taches de champignons, de fusarios, de tout ce qu'on veut. Et ce blé ne tient que parce qu'on a mis des produits chimiques. D'ailleurs, regardez la laideur de son épi. Il a un épi complètement boursouflé. Autrefois, on parlait du blond, de la couleur blonde des blés. On en est loin. Hein. Ils sont tout gris, ils sont moches. Ils ont été raccourcis, mais ils sont très courts. Hein, autrefois, un blé, ça montait ici. Mais là, comme ils mettent de l'azote, il tombe par terre. Pour qu'il tombe pas par terre, ils les raccourcissent, ils leur foutent des hormones. Puis regardez, c'est affreux, il est pourri, quoi. Et ça gêne pas les gens. Ça va partir au silo, puis ça sera payé le même prix qu'un blé en bonne santé. Donc, l'agriculteur ne voit pas l'intérêt de faire du bon. On ne fait plus d'agriculture, on fait de la gestion de pathologie végétale, ce qui n'est pas la même chose. Hein. C'est-à-dire qu'il faut amener au silo une plante malade. Donc il faut traiter au bon moment, etc. Donc vous ne mangez que de la plante malade et que des animaux malades. Et donc ça fait des gens malades, et la médecine vend ses médicaments. Et donc, comme c'est les mêmes boîtes qui font tous les produits, cycle magnifique, ça. C'est superbe, ça. Rien à voir avec de l'agriculture. L'agriculture, c'est pas ça. L'agriculture, normalement, c'est cultiver des plantes saines. On ne mettait pas un pesticide en 1950 sur les blés en Europe. Il n'y avait pas un traitement fongique qui était appliqué. Maintenant, c'est au moins 3-4. C'est pour ça que c'est un échec. L'agriculture intensive est un échec complet puisqu'elle a été incapable d'arrêter la famine. Jamais dans l'histoire de l'humanité, autant d'hommes n'ont crevé de faim qu'en ce moment. Et ils vous disent, s'il n'y a pas d'agriculture intensive, on va mourir de faim. Mais il y a 1 milliard d'hommes qui meurent de faim, il y a 2 milliards d'hommes qui ne mangent pas à leur faim, qui sont en malnutrition. Donc il ne faut pas arrêter de dire que l'agriculture intensive nourrit la planète. Elle ne nourrit pas la planète, elle fait mourir des hommes. C'est-à-dire que quand on a créé la Révolution verte, c'est-à-dire lorsque les États ont abandonné leur rôle qui était de nourrir leur population et ont décidé de confier le développement de l'agriculture à l'agro-industrie, qui a été c'est pour ça que nous avons l'an dernier dépassé 1 milliard d'hommes en état de famine, c'est que les États ont abandonné leur rôle qui était de nourrir leur population. Nous avons dit, maintenant, on file ça à l'agro-industrie, on va filer ça à Monsanto, à Syngenta et compagnie. Qu'est-ce qu'ils ont fait, eux? Ils n'ont pas cherché à nourrir l'humanité, ils ont cherché à faire du bénéfice. Sur son site internet, Monsanto se présente comme une compagnie agricole dont l'objectif est d'aider les paysans à produire des aliments plus sains tout en réduisant l'impact de l'agriculture sur l'environnement. Les PCB. PCB, Monsanto savait. Mais savait quoi exactement? Une organisation environnementale de Washington, dirigée par l'écologiste Ken Cook, a mis en ligne les archives internes de la firme. La plupart sont classés confidentiels. Détruire après lecture. Un document de 1937. L'exposition au PCB provoque des effets toxiques sur tout l'organisme et des éruptions cutanées de type acné. 1961. Après la rupture d'un tuyau dans une usine utilisant des PCB, 2 ouvriers ont développé les symptômes d'une hépatite. 1966. Des scientifiques ont plongé des poissons dans l'eau du canal de Snow Creek. Tous sont morts au bout de 3 minutes et demie. Pollution. Lettre adressée aux responsables de vente en 1970. Ce document résume toute l'histoire. On peut y lire « Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre $1 de vente ». Ils ont caché le fait qu'ils empoisonnaient leurs voisins d'Aniston parce qu'ils ne voulaient pas perdre $1. Ils savaient la vérité depuis le début. Ils ont menti. Ils ont caché la vérité à leurs voisins et aux autorités gouvernementales. Et lorsqu'ils ont finalement informé les autorités, celles-ci, au lieu de se placer du côté des empoisonnés, ont protégé la compagnie. Elles ont soutenu Monsanto. C'est scandaleux, absolument impardonnable. On peut se demander quels secrets ils gardent actuellement. On ne peut jamais faire confiance à une grosse société comme Monsanto pour nous dire la vérité sur un produit ou un problème de pollution. Jamais. Monsanto made huge efforts to push its products in every direction with the full support of multinational food manufacturers, retailers, communications firms, regulators, even governments. Oui, ils veulent contrôler les semences.
Ils veulent posséder la vie. Il s'agit de la base de notre alimentation. Ils veulent s'emparer de la nourriture, de toute l'alimentation. Entre 1995 et 2005, Monsanto a racheté une cinquantaine de compagnies semencières à travers le monde. Ces acquisitions concernent les semences de soja, de maïs, de coton, de blé, mais aussi de légumes, tomates, pommes de terre, sorgho. Un peu partout, on s'inquiète de ce monopole qui, à terme, pourrait conduire à la disparition pure et simple de toutes les semences non transgéniques. Vandana Shiva s'est d'abord battue contre la première révolution verte, celle des années 1960 qui a introduit l'agriculture industrielle en Inde. Aujourd'hui, elle dénonce ce qu'elle appelle la seconde révolution verte, celle des OGM de Monsanto protégés par des brevets. La seconde révolution verte n'a rien à voir avec la sécurité alimentaire. Son seul but, c'est d'augmenter les profits de Monsanto. Si elle contrôle les semences, elle contrôle la nourriture. Elle le sait, c'est sa stratégie. C'est plus puissant que les bombes, c'est plus puissant que les armes. C'est le meilleur moyen de contrôler les populations du monde. De tous les dangers. C'est simple, et des médicaments, vous oubliez, c'est le laboratoire Bayer. Bayer, c'est aussi les médocs. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir une entité qui va contrôler le circuit de ce qui rend malade les gens jusqu'à ce qui les soigne. Ça va être vachement fun. On parle de maîtriser la chaîne du cancer de bout en bout. Entre autres, mais pas uniquement. Ce qu'il va falloir comprendre, ce qu'il faut comprendre, c'est que pourquoi Bayer se charge de Monsanto? Pour une raison, Monsanto doit disparaître. Parce que Monsanto a pris un coup d'image dont ils ne se relèveront jamais. Donc il faut qu'ils disparaissent pour continuer le business. C'est pour ça qu'ils sont laissés racheter par Bayer. Ensuite, c'est une entreprise qui est trop précieuse pour l'État américain pour que Bayer puisse en faire ce qu'il entend. Eh ouais, ça fait mal, ouais. Mettez un peu de baume. Je pense malheureusement que ça augure le pire. Parce qu'une fois que Monsanto aura disparu comme nom, tel que je vois le principe de fusion, Monsanto va être démembré et va devenir plusieurs entités autonomes au sein de Bayer. Ou quasi autonomes. Et après, pourra continuer ses petites activités, nous aurons bien du mal à retrouver leurs traces. Oui, Monsanto a détruit la civilisation du maïs, c'est vrai. C'est vrai. Ça, c'est un crime contre l'humanité, au sens de crime contre l'humanité. Parce que l'exception, comme le dit très bien Jean-Claude Martinez, l'exception culturelle, c'est l'exception agriculturelle. Il y a 4 grandes civilisations au monde. La civilisation du mil, la civilisation du riz, la civilisation du blé, et la civilisation du maïs. Il y avait plusieurs milliers, dizaines de milliers de types de maïs différents au Mexique. Des fruits de patience, des millénaires d'histoire d'hommes. Aujourd'hui, vous savez combien il y en a? Ça, c'est l'œuvre de Monsanto. Ça, c'est un crime contre l'humanité. Ces gens-là ont les moyens de vous menacer. Tous les moyens de vous menacer. Je ne sais pas pour vous qu'est-ce que ça fait vibrer chez vous ce mot semence, mais pour moi, en fait, ça signifie la vie. Et vraiment, ce que ça signifie, c'est l'abondance. Et cette abondance, j'ai envie de vous la montrer avec un exemple très simple. La laitue. Si vous prenez une graine de laitue et que vous la semez, elle va pousser, et si vous la laissez finir son cycle de croissance, elle va monter en graines, comme sur l'image à droite. Et au bout de 5 à 8 mois à peu près, selon les variétés, elle va vous offrir entre 5 et 10 000 graines. Donc on va prendre 8 000 pour prendre une petite moyenne. Et on va faire une petite expérience, vous allez prendre ces 8 000 graines et les ressemer, et récolter à nouveau les 8 000 graines que toutes ces laitues vont vous offrir, et ainsi de suite jusqu'à la 3e année. Et vous aurez en votre possession 512 milliards de laitues. Vous faites ça encore une année, et là vous pouvez recouvrir les 2 Amériques et l'Afrique entière. Vous faites ça jusqu'à la 6e année, vous avez 262 trilliards 144 trillions de graines de laitue. Donc à ce stade, on est d'accord, ça ne veut plus rien dire, mais c'est vraiment pour insister sur cette abondance que la nature nous offre. Et depuis quelques décennies quand même, on a sélectionné les variétés
pour brider en fait cette abondance, brider cette gratuité et formater les variétés à ne plus offrir cette abondance. On est même allé jusqu'à créer des monstres génétiques, des OGM. On va les bidouiller dans les gènes pour que les plantes tuent leur descendance, pour ne plus qu'elles puissent se reproduire. Et là où c'était botaniquement compliqué de mettre des verrous, on est allé créer des cadres juridiques pour pouvoir breveter la vie. L'agrochimie avait commencé à prendre le contrôle de la chaîne alimentaire, mais ils n'avaient pas pris le contrôle de la semence. Et la semence, c'est quand même le début de la chaîne alimentaire. Celui qui contrôle la semence, il contrôle la totalité de la chaîne alimentaire, il contrôle l'humanité. Donc en 1961, ils se sont donné un cadre juridique qu'on appelle l'UPOV. À partir de ce moment-là, il y a eu une offensive tout azimut. Ils ont racheté 1 millier de semenciers en l'espace de 30 ans et ils ont joué au Monopoly. Au jour d'aujourd'hui, tu as 5 multinationales qui contrôlent 75% de la semence potagère planétaire. Le numéro 1 étant évidemment Monsanto. Bien, à partir du moment où ils ont racheté tous les semenciers du monde, ils ont éradiqué toutes les anciennes variétés qui se reproduisaient conformément au type. En France, il y avait 3600 variétés. À l'heure actuelle, si vous prenez par exemple la pomme, il n'y a plus que 5 variétés de pommes commercialisées en France, dont la majorité sont américaines, donc nous payons des royalties alors que nous avions la plus forte diversité de fruits au monde. Toutes celles qui ne consommaient pas, qui n'étaient pas assez fragiles, c'est-à-dire qui n'étaient pas attaquées par les insectes, on les a éliminées et on a imposé la Golden, parce que la Golden, c'est celle qui demande entre 30 et 36 traitements de pesticides par an. Donc la Shell et les grands groupes financiers ont fait pression sur la CE pour qu'on arrache les pommiers de variétés anciennes pour mettre de la Golden qui consomme 10 fois plus de pesticides que les autres. Ils les ont remplacés par des hybrides F1 qui génèrent ce qu'on appelle un marché captif, parce que le paysan, le maraîcher et le jardinier sont obligés de racheter des semences tous les ans, vu que par définition, une semence d'hybride F1 est soit stérile, soit dégénérescente. C'est l'idée diabolique des fabricants de semences, c'est je prends un parent tout petit, un autre parent tout petit, qui vaut rien, les deux valent rien, et je fais des essais jusqu'à ce que 2 parents minables donnent un hybride magnifique. Et ça, je vais le vendre à l'agriculteur. Parce que c'est comme ça, quand il va replanter, et que les graines des parents viendront, il aura des trucs minables, donc il ne pourra pas gagner sa vie. Donc je le coince, comme ça je l'étrangle. Donc c'est complètement diabolique l'idée de l'hybride. C'est l'idée d'empêcher l'agriculteur d'être propriétaire de ses semences. Et puis au jour d'aujourd'hui, eh bien, dans le fameux catalogue national français du GNIS, le groupement national interprofessionnel des semences, si tu ouvres la page à la rubrique tomates, les hybrides F1 totalisent 99,5% du catalogue national pour les tomates. Et si tu ouvres la page aux melons, aux courgettes, aux brocolis, aux choux, parfois on est, au jour d'aujourd'hui, à 100% de variétés hybrides F1. Et donc il est interdit de commercialiser, de cultiver, de distribuer des semences de toute variété qui ne soit pas inscrite sur cette liste nationale. Et c'est très dangereux. C'est très dangereux pourquoi ? Parce que vous savez qu'en ce moment, il y a un grand problème climatique. On le sait tous. Mais les graines, la vie d'une graine que l'on plante dans la terre comme ça et qui va pousser, ça appartient à l'humanité. Et cette diversité permet justement une adaptabilité de la graine et du vivant pour que demain, en fonction des transformations environnementales, des problèmes climatiques, toutes ces plantes puissent se développer et s'adapter. C'est ce qu'on appelle la coévolution. Depuis la nuit des temps, les agriculteurs, les paysans du monde ont échangé leurs graines, ont fait évoluer tel ou tel. Alors évidemment, ce ne sont pas des légumes standards. Alors vous voyez, des tomates, elles ont des drôles de formes. Ça, c'est des vrais légumes. Alors on en vient aujourd'hui. On vient à dire des vrais légumes et des faux légumes. Ces légumes-là, si jamais ils sont vendus, c'est 450 € d'amende pour le producteur. Parce qu'ils ne sont pas dans le catalogue. C'est très grave. Ces gens-là, aujourd'hui, vont s'approprier non seulement l'alimentation, mais Bayer, en plus, soigne. Le FAO a tout à fait reconnu comme quoi c'était très dangereux de limiter cette biodiversité. Qu'est-ce qu'on a fait depuis qu'on a fait de la génétique? On a décidé d'éliminer toutes les espèces rustiques, toutes les variétés rustiques. On cultivait 10 espèces de blé en Europe, dont des blés qui ne répondaient pas aux engrais. Quand on leur mettait des engrais, ils n'augmentaient pas les rendements. Donc on les a éliminés de la génétique. On dit ça, il n'y a pas d'argent à faire avec, donc on les retire. Que valent ces créations modernes? Sont-elles aussi riches en nutriments que les vraies tomates anciennes qui ne sont presque plus commercialisées en France? Voici le graphique qui récapitule 3 ans d'analyse. Sur les 2 premières lignes, les hybrides F1. En dessous, 10 variétés paysannes différentes.
Les hybrides contiennent 5 à 12 fois moins de nutriments que les paysannes. Qui est responsable de l'appauvrissement spectaculaire des tomates? Ce sont les grands semenciers. Ces multinationales créent les graines des hybrides en laboratoire et les multiplient à grande échelle pour les imposer aux agriculteurs. Regardons au ras des faits. Nous avons un ancien président de la République qui s'appelle Jacques Chirac qui a été condamné. Son Premier ministre, qui s'appelle Édouard Balladur, est mis en examen dans l'affaire Karachi. Son ministre de la Défense est mis en examen dans l'affaire Karachi. Le successeur de M. Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, est renvoyé devant le tribunal correctionnel pour une affaire, va être renvoyé devant le tribunal correctionnel pour une deuxième, et est pris dans la nasse de l'affaire des financements libyens, dont vous avez montré l'ouvrage tout à l'heure. Son Premier ministre, François Fillon, est mis en examen dans l'affaire que nous savons. Son ancienne ministre de l'économie, qui est aujourd'hui à la tête du FMI, a été condamnée devant la Cour de justice de la République dans l'affaire dite Tapi. L'ancien chef des services secrets intérieurs, M. Scorsini, est mis en examen dans une affaire de trafic d'influence de Sarkozy, a été... Non mais attendez, non mais écoutez ce constat. Écoutez, il faut regarder dans le miroir de notre nation ce que je dis. Il a été condamné. D'innombrables conseillers sont aujourd'hui également pris dans les filets de la justice et condamnés. À gauche, on n'a pas le monopole de la morale. Ceux qui pensent que la gauche a le monopole de la morale se trompent. Il suffit d'aller au sud, M. Guérini, aller au nord, M. Kucheda, le ministre du budget qui était un fraudeur fiscal, M. Cahuzac. Il y a le parti qui se goberge du tous pourri pour faire croire qu'il y a un tous pourri qui s'appelle le Front National, qui est cerné par 5 enquêtes judiciaires. Dites-moi quelle, une liste non exhaustive, dites-moi quelle démocratie occidentale a ce CV judiciaire-là. Laquelle? Moi, je crois que c'est une grande alerte politique. Je crois que ça nous sommes une exception en France? Je pense que ce que je viens de dire en termes de constat, qui est non exhaustif, doit nous alerter sur la gravité de la situation française. La Cour européenne des droits de l'homme, c'est la justice supranationale, c'est la justice au-dessus de la justice des justices nationales en Europe, a quand même dit que les procureurs en France ne peuvent pas être considérés comme des magistrats parce qu'ils ne sont pas indépendants. Ça peut créer un certain nombre de censures ou d'autocensure judiciaire. Sans compter que ces gens-là, entre guillemets, et encore une fois, je ne les mets pas tous dans le même panier, votent des lois pour s'auto-protéger. Un bon escroc, il est sympathique. Un bon escroc, ça sait mentir. Se couvrent les uns les autres, chère madame. C'est pas plus compliqué que ça. Ça nous concerne tous. Pourquoi faut-il un casier judiciaire vierge pour être pompier, taxi ou fonctionnaire et pas pour être élu? Oui, on se pose la question. Plus on monte en haut de la pyramide, plus les élus s'en mettent plein les poches et plus ils confortent le système dans lequel ils se vautrent. 30% des parlementaires, en revanche, ont eu des soucis avec le fisc ou avec la justice. Oui. 30% des parlementaires, 30% ont eu affaire avec la justice ou le fisc. Ça veut dire quand même que 70% n'ont jamais mis un centime dans leur poche. Mais il y en aurait même que 1%, Jean-Jacques, ça serait trop. Je rappelle encore une fois que c'est des gens qui votent des lois pour nous demander de nous serrer la ceinture. C'est des gens qui votent des lois pour dire que les gens qui sont au RSA aujourd'hui, on va pouvoir fouiller sur leur compte en banque pour savoir si c'est des gens qui, quelque part, dépensent un peu plus que le RSA. Et c'est des gens qui, quelque part, ont des comptes en banque en Suisse. Il y a 150 à 160 députés qui se sont payés une maison personnelle avec l'IRFM. Est-ce qu'une seule fois on a été fouillé sur leur compte en banque? Est-ce que ces gens-là sont poursuivis? Un moyen aussi de lutter contre les tentations diverses que l'on peut avoir quand on est un mandat, quand on a un mandat comme ça. Ce serait peut-être pas faire en sorte que de payer mieux les députés, faire en sorte qu'ils soient payés pour qu'ils ne soient pas tentés par la corruption et par tous les mauvais esprits qui peuvent traîner ici ou là. Les révélations importantes que nous faisons ce matin, j'espère que tout le monde va suivre. Une collusion entre l'Union européenne et les grands industriels de la chimie, et notamment Monsanto. Des parties importantes du rapport de l'Autorité européenne de sécurité des aliments sur le glyphosate, que des parties importantes de ce rapport ont été directement copiées-collées du dossier de demande de renouvellement de l'autorisation écrite par Monsanto. Ça, c'est quand même étonnant. Toutes ces pages, une centaine environ, ce sont des copiés-collés du rapport de Monsanto. L'Union européenne s'est à peine donné la peine de changer la mise en page, quelques virgules, quelques notes ajoutées à la fin, point. Non mais vous imaginez la collusion
Mais là, ça va beaucoup plus loin, puisque même les études qui sont présentées comme indépendantes sont issues du rapport de Monsanto. Et surtout, les conclusions de cette étude. Et presque systématiquement, quand une étude penche pour une dangerosité du glyphosate pour la santé humaine, l'Union européenne estime que cette étude n'est pas fiable. Sauf que qui a écrit cela, encore une fois? Eh bien, c'est Monsanto. L'agriculture en Europe, elle est essentiellement industrielle. Ici, il y a un schéma. On va reprendre le système alimentaire, le nôtre, qui est le système majoritaire ici en Europe, qui nous nourrit. On commence avec l'agriculture. Ça, c'est juste la petite étape de l'agriculture, avec des produits, donc pétrole pour labourer, pétrole pour les produits chimiques, pétrole, 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 pétrole. Donc on a un système linéaire qui consomme à chaque étape des énergies fossiles. Ici, vous avez l'évolution des prix alimentaires en bleu et des prix du pétrole brut en rouge. En 2008, ce pic-là, c'est la crise des subprimes. En fait, la crise des subprimes, ça a été précédée par une crise de l'énergie où le baril de pétrole a dépassé les $140. Ici, ce pic-là, ça a l'air de rien, mais c'est 35 pays qui rentrent en émeute de la faim. Avant, on injectait dans notre système, disons, 1 calorie, on en retirait 2, 3, 4 de nourriture. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Aujourd'hui, aux États-Unis, il faut injecter 7 calories pour en retirer 1. Je ne vais pas vous faire des heures et des heures de démonstration. Vous connaissez peut-être tous le pic pétrolier. Donc, vous avez une courbe en cloche. Nous, on est actuellement en haut du pic. Alors, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que si on est en haut de la courbe, on a encore toute la moitié dans les sous-sols. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'arrivera jamais à l'extraire. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle EROEI. En français, c'est le taux de retour énergétique. Il y a un siècle, on investissait 1 baril de pétrole, on en retirait 100. En 2007, il faut 1 baril pour extraire 12. Les spécialistes disent qu'en dessous de 1 sur 20, ça devient problématique pour une société. En dessous de 1 sur 10, c'est catastrophique. Il y a aussi le pic du phosphore. Les dernières études montrent que le pic passerait vers 2030. Ça veut dire que c'est la fin des engrais minéraux, soit un des grands piliers de l'agriculture industrielle. On vient de voir que nos systèmes alimentaires industriels dépendent entièrement du pétrole et qu'il y aura bientôt plus de pétrole. J'ai mis des mois avant d'accepter ça. C'est très facile comme équation, mais c'est dur à accepter. Ça plus ça égale. C'est la fin de nos systèmes alimentaires industriels. C'est la fin. Les indicateurs de notre planète, ils partent tous en exponentiel. Ici, on a la population, le PIB, le nombre de grandes inondations, tout part en exponentiel. En fait, dans la nature, il y a beaucoup l'exponentiel. Et il y a une autre réponse dans les systèmes naturels qui est aussi fréquente, c'est l'overshoot et l'effondrement, le collapse. Donc le système continue à croître en exponentiel au point de perturber complètement le système dans lequel il vit. Et après, ça fait collapser non seulement l'habitat, mais aussi le système. Actuellement, nous, on a dépassé les capacités de charge de la planète au niveau global. C'est la fameuse empreinte écologique, vous savez. Il faut plus qu'une planète pour vivre. Mais on continue à accélérer. L'écologie des années 2000, aujourd'hui, c'est ça. Quand est-ce qu'un probable effondrement peut avoir lieu? On a 2 indices. Le premier, c'est le dernier rapport du GIEC. Ça y est, officiellement, dans le résumé aux décideurs, parle d'effondrement possible des systèmes alimentaires. Ça y est, le climat peut nous perturber au point de faire effondrer nos systèmes alimentaires. Deuxième indice qu'on a, le rapport au Club de Rome, The Limits to Growth, de l'équipe Meadows, qui a modélisé le système monde avec la population, l'industrie, les taux de natalité, tout ça, et toutes les boucles de rétroaction. Ils ont mis ça dans un ordinateur, ils ont mis les données réelles, ils ont appuyé sur Start et ils ont vu comment le monde allait évoluer dans les 150 prochaines années. Et les données réelles ont été mesurées 30 ans après, puisqu'on a du recul, et ça suit assez bien le modèle. Et voilà ce que dit le modèle. Grande imprévisibilité, grande rupture de tout le système Terre. Pas que notre économie, nos sociétés, ça c'est un effondrement de civilisation, mais aussi le système Terre globalement, tous les écosystèmes, tout. Et ça nous dit que notre monde, notre civilisation, notre société est extrêmement instable. Je vous rassure, j'ai mis 4 ans à digérer ça et c'est pas encore fini. L'idée est que pour l'avenir,
il faudra non seulement produire de la nourriture, mais restaurer les écosystèmes. C'est soit on anticipe, et c'est ça la transition, soit on fait rien, et avec l'effondrement du système industriel, il y aura plein de petits systèmes qui vont émerger, et ils seront comme ça, mais dans l'urgence. C'est fini le pétrole, c'est fini le gaz naturel, il faut commencer à faire son deuil de ça. Et on va passer d'un leitmotiv de croissance à résilience. Ce mot-là qui guide toute notre société, c'est la fin, et la croissance ne reviendra plus jamais, faute d'énergie. Il faut en faire aussi le deuil. Dans nos villes, s'il y a une rupture d'approvisionnement en aliments, nous on tient 2 jours. Je crois que c'est 1 jour à Paris, avec les stocks dans les supermarchés. On va vraiment avoir besoin de personnes qui nourrissent la population. On a eu tendance à oublier ce truc-là, en se disant en fait ça va, il y a de la nourriture dans les supermarchés, tout va bien. Sauf que les scénarios qu'on a qui disent qu'une partie de l'humanité pourrait disparaître, pourquoi ? Parce qu'il pourrait y avoir des ruptures graves dans la chaîne alimentaire. Donc on a besoin d'avoir des paysans à côté de chez nous. Ce dont on a besoin, à mon avis, c'est de montrer le métier de paysan différemment, en montrant d'une part que c'est un métier super qualifié. Ça demande de vraiment très bien comprendre comment fonctionnent les écosystèmes. C'est un métier de chercheur, que c'est un métier d'avenir. D'où la nécessité que nous aussi, qui achetons de la nourriture, on accepte d'acheter de la nourriture à son juste prix, parfois un peu plus cher, parce que ça le vaut. On a besoin d'avoir de la production agricole à côté de l'endroit où les gens vivent. Et que cette production agricole se fasse avec des méthodes qui non seulement arrêtent de détruire la biodiversité, de détruire les forêts, d'envoyer donc des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, mais qui en plus régénèrent, qui recréent du sol, de l'humus, qui stockent du carbone, qui redéveloppent de la biodiversité, qui font des aliments qui sont sains, qui nettoient les cours d'eau, ou en tout cas qui préservent les cours d'eau. Et ça, c'est ce que fait l'agroécologie. C'est plus qu'une alternative, c'est une nécessité absolue. Alors l'agroécologie, c'est un ensemble de pratiques agricoles qui permettent de convertir de l'énergie du soleil en beaucoup de calories alimentaires. En fait, l'agroécologie, c'est des techniques qui sont plus inspirées de la nature. La permaculture, en revanche, c'est une philosophie, une méthode de conception d'écosystèmes humains équilibrés. C'est bien plus large que des techniques agricoles, c'est vraiment l'idée d'essayer de retrouver une harmonie, un modèle qui soit résilient, qui s'inspire du fonctionnement des écosystèmes et qui soit plus dans une dynamique de coopération, de symbiose. La permaculture ne s'adresse pas à un problème précis comme le gaspillage. La permaculture, c'est une méthode de conception qui est assez globale et qui permet de viser l'harmonie. Et évidemment, dans une société harmonieuse, on ne peut pas imaginer qu'il y ait des fuites, qu'il y ait du gâchis. C'est pas possible. Toutes les ressources doivent être utilisées et optimisées. Et donc, évidemment, dans la permaculture, on va en grande partie s'occuper du problème du gaspillage, en grande partie s'occuper de l'efficacité énergétique. Voilà, c'est une approche qui est quand même assez globale et systémique. Donc on constate aujourd'hui que le modèle industriel, chimique, ultra-mécanisé, endette énormément l'agriculteur, le met dans une situation où en fait il y a une fuite en avant, il ne peut jamais sortir de ce modèle-là. Et ça devient problématique quand on réalise que ces modèles-là nous détruisent la biodiversité, le climat, la santé des gens, l'emploi aussi. In fine, un agriculteur qui travaille avec la nature, qui s'inspire des écosystèmes naturels et donc qui travaille selon les principes de la permaculture, qui recherche une certaine forme d'autonomie, ça permet d'avoir des auxiliaires, des aides qui sont les êtres vivants de la nature et qui permettent au final d'être moins dépendant des tracteurs, moins dépendant du pétrole. C'est sûr, dans 100 ans, les hommes mangeront bio, local, avec une agriculture qui régénère les écosystèmes. Donc il faut encourager ce type d'agriculture. Si on veut nourrir la France sans avoir à importer, comme c'est le cas aujourd'hui, 4 milliards d'euros de fruits et légumes par an, il va falloir que des gens travaillent dans la terre. Cette phrase est très longue, mais elle est très bien. C'est « Faisons germer ensemble des petites fermes agroécologiques partout en France ».